Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle et à tous ceux-là qui vont nous rejoindre encore dans la grande famille la MAT officielle. Merci. Abonnez-vous, abonnez-vous encore. Merci pour vos suggestions, merci pour vos remarques. Merci à tous les amis qui nous appellent, qui nous écrivent de près ou de loin. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Merci beaucoup. Donc, vous n'êtes pas trompé de l'adresse, vous êtes bel et bien dans la MAT officielle. Peut-être vous êtes au son de ma voix. Abonnez-vous, je vous prie de bien vouloir à vous abonner et que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci encore une fois de plus. Bienvenue dans la MAT officielle. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler. Nous allons partager pas mal de sujets. Vous voyez? Et nous allons parler ici du 30e anniversaire du génocide. Nous avons vu comment est-ce que le Rwanda a commémoré le 30e anniversaire du génocide. Nous allons parler de cela. Et nous allons faire un lien direct. Nous allons aussi faire lien ou bien une étude comparative entre ce qui s'est passé au Rwanda et ce qui se passe, ou bien ce qui s'est passé dans d'autres pays tels que la RDC. Et puis nous irons plus encore ailleurs du côté de l'Hexagone pour prendre d'autres exemples. En fait, nous allons tourner autour du génocide. Et bien évidemment, en parlant de cela, nous aurons peut-être des petites approches, des sorties pour un peu créer une étude comparative. Voilà. Merci à tous ceux-là qui nous suivent à ce net moment. Bien aimés, sans plus tarder, je m'en vais déjà vous balancer cette vidéo. Vous voyez, partagez cette vidéo, partagez la vidéo, parce que nous allons un peu élever un peu le niveau. C'est-à-dire que nous allons parler un peu en intellectuel. C'est-à-dire que nous allons pousser une réflexion à un niveau un peu au cadre. Et cela permettrait à chacun de nous aussi de comprendre certaines choses qui ne se disent jamais. Vous voyez, et ici, dans la MAT officielle, nous mettons toujours à votre disposition certaines choses que vous n'entendrez jamais ailleurs. Certaines analyses que vous n'allez jamais entendre ailleurs. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc sans plus tarder, suivez un peu. Nous allons suivre ce qu'a été le déroulement des événements, des commémorations du 30e anniversaire du génocide. Suivons un peu et prévenons juste. Le début des 100 jours de commémorations officielles du génocide de 1994 perpétré par le régime extrémiste Hutu contre les Tutsis. Pour plus de la moitié de la population née après le massacre, les séquelles sont encore bien présentes. 30 ans après, des rescapés ignorent toujours où sont les restes de leurs proches et les exhumations de victimes continuent. Depuis le génocide, des associations traquent et archivent tous les documents liés au massacre. Elles veulent découvrir de nouveaux éléments, mais surtout mieux conserver les preuves du passé. Kigali veut numériser des milliers d'archives, mais a également mandaté une ONG pour enregistrer le témoignage des survivants encore en vie. Reportage signé Clément Diroma. Ses employés d'Ibuka, une association de survivants du génocide contre les Tutsis au Rwanda, décortiquent des milliers de dossiers. Leur mission, trouver des informations relatives au massacre, 30 ans après. Il peut y avoir de nouveaux témoignages, il peut y avoir des informations sur la préparation du génocide. On veut rendre ces documents accessibles. Comme ça, les chercheurs qui en auront besoin pourront avoir accès à ça. Et les chercheurs, d'autres personnes qui veulent savoir ce qui s'est passé pendant le génocide, comment ça a été préparé, comment ça a été exécuté. Après un premier tri, ces éléments seront scannés puis stockés sur des serveurs informatiques. Un plan de modernisation des archives au Rwanda entamé par cette organisation en janvier 2022. Tous ces papiers que nous trions ici seront numérisés, oui, bien sûr, sans numérotation, sans numériser. On dirait que l'archive n'est pas complète.
La préservation des documents est devenue un effort national. Depuis plusieurs années déjà, l'ONG Aegis Trust délaisse la collecte de papier pour se concentrer sur celle de témoignages. Tous les enfants de cette survivante ont été tués en 1994. On m'a demandé de témoigner et j'ai accepté, parce que je suis sûre que mon histoire va contribuer à guérir les gens de leur traumatisme, à aider ceux qui m'écoutent. Dans ce centre dédié aux veuves du génocide, Aude Kamanzi enregistre chaque jour les récits des rescapés. Ils sont ensuite traduits puis mis en accès libre sur un site web. Un travail urgent selon cette spécialiste. Ces personnes âgées vieillissent, ils commencent à oublier, donc il ne faut pas rater, il faut faire tout moyen possible pour qu'on puisse enregistrer ces témoignages quand il est encore temps. Le gouvernement rwandais voudrait aller encore plus loin et permettre des visites digitales des 170 sites mémoriaux du pays où reposent les dépouilles des victimes. Voilà. D'accord. Donc, quand vous venez de suivre là, c'est qu'a été un peu le commentaire des rescapés ou bien les derniers survivants voilà, de cette période génocidaire, si on peut le dire, voyez. Mais nous allons encore prendre une deuxième vidéo pour voir ce qu'a été le déroulement. Là où nous allons voir, parce qu'il y en avait des invités, les autorités, presque la majorité des présidents du monde, et de tous les pays du monde, ils étaient là. Vous voyez? D'accord. Donc, les représentants de tous les pays, presque, ils étaient là. Donc, regardons un peu cette vidéo. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a dirigé une cérémonie de commémoration solennelle à Kigali. Dimanche, à l'occasion du 30e anniversaire du génocide rwandais, plusieurs dirigeants étrangers, dont les chefs d'État sud-africains, congolais, centrafricains et israéliens, ont assisté au rassemblement en mémoire du massacre. Le président Kagame a allumé une flamme du souvenir et déposé une couronne sur le site du mémorial du génocide qui abrite les dépouilles de 250 000 personnes. Les massacres ont été déclenchés lorsqu'un avion transportant le président de l'époque, Juvenal Habyarimana, un Hutu, a été abattu au-dessus de Kigali. Les Tutsis, qui ont été accusés d'avoir abattu l'avion et tué le président, ont ensuite été pris pour cible par les Hutus extrémistes dans des massacres qui ont duré plus de 100 jours en 1994. Certains Hutus, qui tentaient de protéger les membres de la minorité Tutsi, ont également été tués. Les Rwandais commémorent les 30 ans du génocide, au cours duquel environ 800 000 personnes ont été tuées par des extrémistes soutenus par le gouvernement, brisant ainsi le Rwanda qui continue à se débattre avec l'horrible héritage des massacres. Voilà, d'accord. Donc, bien aimé, là, vous venez de suivre ce qu'a été le déroulement, la cérémonie. Vous venez de voir le président Paul Kagame accompagné de la première dame à sa femme. Vous comprenez? Donc, c'était ça le déroulement. Et plus, il y a eu des invités de partout dans le monde, comme je disais tantôt. Mais entrons un peu dans le vif du sujet, bien aimé. Vous venez de suivre les images. Tout le monde a vu ce qu'a été le déroulement. Vous voyez, et nous avons vu la présence même de Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud. Vous voyez, alors qu'à l'heure actuelle, l'Afrique du Sud est en même temps alliée, si nous pouvons dire, de la RDC pour combattre des troupes selon les gouvernements congolais et les troupes rwandaises et les troupes rwandaises ou bien les milices qui sont soutenues par les Rwandais, vous comprenez, en RDC, à l'est de la République. Donc, il y a un peu à boire et à manger. Et nous n'allons pas nous atteler là-dessus. J'aimerais ici vous faire comprendre une chose par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au déroulement. Et j'aimerais que cette vidéo puisse atteindre
même les Rwandais, que les citoyens rwandais puissent voir ou bien suivre cette vidéo pour comprendre ce dont nous allons expliquer ici. Voyez, bien-aimés, vous devriez comprendre une chose. Lorsqu'il y a génocide dans une nation, nous l'avons même expliqué par rapport à la RDC, parce qu'un certain le 2 août, la RDC commémore aussi. Mais nous, dans la MAT, nous avons expliqué des choses. Nous avons dit ceci. Une nation dont les génocides n'ont jamais pris fin. Par quelle manière vous devriez placer une date en fait de commémorer? Pour commémorer, vous devriez être en face d'un événement passé. On commémore un événement passé. Donc, on ne peut pas commémorer un événement qui se déroule. Lorsque une personne commémore sa date de naissance, cela ne veut pas dire qu'il est né le jour-là. Non. En chair et en os, non. Mais l'homme pense à ce qu'a été sa naissance. Vous comprenez? Donc, le jour dont elle est en train réellement de fêter est déjà passé depuis longtemps. Mais il est en train de commémorer, de penser sur sa naissance. Donc, c'est de ça que nous sachons. La raison pour laquelle nous avons dit. Donc, cela relève un peu d'une malhonnêteté intellectuelle. De voir qu'en RDC, les massacres n'ont jamais pris fin jusqu'à aujourd'hui. Mais par quelle manière y aura-t-il une date pour commémorer soit les massacres ou génocides de tout ce que vous connaissez? Donc, cela ne cadre pas avec ce qui se passe sur le terrain. Et par conséquent, nous avons dit, cela relève d'une malhonnêteté intellectuelle. Parce qu'en RDC, il n'y a pas... C'est-à-dire qu'au jour le jour, les Congolais meurent d'une manière là atroce. Donc, pour commémorer un événement, pour commémorer une date, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les événements se sont déjà déroulés. Les événements sont passés et après, le pays s'engage à penser, à ne pas oublier ce qui s'est passé. Mais au Congo, rien n'est passé. Ce qui a été, c'est ce qui est en train de se passer encore. Donc, comprenez un peu dans quel état nous sommes. Comment peut-on commémorer quelque chose qui continue à se dérouler? Autrement dit, les gens ne maîtrisent plus la langue des Voltaire ou bien ne comprennent plus le sens des mots. Vous comprenez? Voilà. D'accord. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais retournons maintenant dans le cadre du Rwanda. Nous disons ceci. C'est bien bon de commémorer. Mais la même chose, nous allons aussi l'appliquer au Rwanda en disant ceci. Lorsqu'on parle de génocide au Rwanda, on fait allusion premièrement le responsable ou bien la première personne à être impliquée, ce sont des Hutus. Parce qu'au Rwanda, nous avons deux peuples, ou si je m'abuse, à trois. Mais ceux qui sont connus, voilà, ce sont des Hutus et des Tutsis. Mais lorsque le Rwanda commémore, ou bien lorsqu'on parle de massacre, de génocide au Rwanda, s'il faudrait relayer l'histoire, nous voyons bien que ce sont des Hutus, selon ce qui s'est dit. C'est-à-dire que les Hutus se sont levés un bon jour pour finir avec des Tutsis. C'est-à-dire que les Hutus se sont décidés de massacrer tous les Tutsis, d'en finir avec les Tutsis. Donc c'est ça les génocides, sans pour autant, et qui impliquait aussi les Occidentaux. Certains pays européens qui ont, c'est-à-dire qui ont participé en assistant les Hutus, en leur fournissant des armes pour massacrer les Tutsis. Voilà un peu l'histoire du génocide au Rwanda. Cela veut dire que les Hutus se sont levés dans le but d'en finir, de supprimer jusqu'au plus petit les Tutsis. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont été soutenus par certains pays européens. Les Occidentaux ont soutenu les Hutus dans le but d'en finir avec les Tutsis. La raison pour laquelle vous verrez
que dans le discours des Tutsis, la communauté internationale, certains pays européens sont toujours impliqués et personne ne pose un démenti. Personne ne pose un démenti. Nous allons y arriver là-bas. Mais nous disons ceci. Dans le cadre des génocides dans une nation, où ce sont des... Parce qu'il faudrait comprendre ceci, c'est que les Hutus et les Tutsis, c'est un seul peuple. C'est le même peuple. Ils sont tous à des nilotiques. Ils sont tous rwandais. Mais selon des ethnies, il y a Hutu et il y a Tutsi. Mais ça, je m'adresse maintenant aux Rwandais. Si réellement vous êtes une nation, si réellement vous êtes un seul peuple, à moins que vous soyez des peuples différents, mais qui sont venus se battre sur une terre. Je réitère encore, je dis à moins que vous soyez, c'est-à-dire que vous ne soyez pas un seul peuple. Peut-être vous êtes un peuple différent. Des Hutus et des Tutsis sont des peuples différents. Et ils se sont retrouvés au Rwanda et ils disputent maintenant l'espace. Et ils disputent maintenant et la terre. Donc c'est une supposition. Parce que si réellement vous êtes un seul peuple et il y a eu génocide, cela veut dire que les Hutus se sont levés pour supprimer les Tutsis. Mais au moment où on nous parle de la réconciliation, au moment où on nous parle de la paix au Rwanda, au moment où on nous parle, comment dirais-je, de cohabitation, au moment où on nous parle de la paix, donc cela veut dire la commémoration n'a plus sa raison d'être. Je vais m'expliquer, ne vous en faites pas. Dès lors que vous avez décidé d'enterrer l'âge de guerre, donc cela veut dire la commémoration n'a plus sa raison d'être. Pourquoi? Parce que vous êtes un seul peuple. Un seul peuple. Nous pouvons bien comprendre. La commémoration a sa raison d'être dès lors que vous avez été envahi, ou bien le pays a connu une invasion, c'est-à-dire un peuple est venu chez vous dans le but d'en finir avec vous. Dans ce cadre-là, soit vous avez été victime d'une invasion ou un peuple a débarqué chez vous et ils se sont décidés d'en finir avec vous. Là, nous parlons des génocides. Là, les génocides a sa raison d'être et d'être aussi commémoré. C'est pourquoi j'ai dit, à moins que les Hutus et les Tutsis ne soient pas le même peuple. Parce que dans les Nilotiques aussi, il y a plusieurs peuples. Donc, à un moment donné, dont on ne comprend plus. Mais dans le cadre du Rwanda, j'ai dit ceci. À moins que les Hutus et les Tutsis ne soient pas le même peuple. Donc, les Hutus sont venus, d'ailleurs, ils sont descendus. Les Tutsis aussi sont venus, sont descendus. Chacun avec ses projets. Donc, ils se sont retrouvés sur une terre et ils ont engagé la bagarre. Il y a un peuple qui s'est levé pour supprimer l'autre. Mais si tel n'est pas le cas, si les Rwandais, les Hutus et les Tutsis, c'est un seul peuple, moi j'ai dit ceci, c'est que la commémoration des génocides n'a plus sa raison d'être. Parce que aussi longtemps, je vais m'expliquer maintenant, aussi longtemps les Rwandais va continuer à commémorer les génocides, cela va susciter dans le cœur des Tutsis, cela va réveiller encore l'instant, cela va réveiller les stigmates du génocide perpétré, commis par des Hutus. Donc, des familles qui sont composées, des familles peut-être des couples Tutsi, Hutu. Donc, à un moment, je me pose la question, est-ce qu'au Rwanda, peut-on trouver encore des couples Hutu, Tutsi? Est-ce que des Hutus et des Tutsis se marient encore entre eux? C'est juste une question. Mais allons encore plus loin pour réfléchir. Dès lors que le Rwandais, parce que ceux qui sont au pouvoir, ce sont des Tutsis. Mais aussi longtemps le président Kagame, aussi longtemps les Tutsis vont commémorer les génocides au Rwanda. Donc cela veut dire, ils se rappellent, parce que lorsqu'on parle de génocide, on se rappelle des événements passés. Donc les Tutsis maintenant, ils se rappellent
de ce que les Hutus les ont fait. Vous comprenez? Donc, à chaque commémoration, parce que, bien aimé, dans tous les événements, il y a toujours des personnes qui gardent encore les stigmates. Tous les cœurs ne sont pas pensés, non. Tous les cœurs n'ont pas subi des pansements de la douleur, non. Non. Il y en a encore des stigmates. Il y en a encore l'esprit de la vengeance. Donc cela veut dire aussi longtemps les Rwandais vont commémorer le génocide. Donc ils impliqueraient toujours les Hutus. Parce qu'il y en a des enfants qui naissent aujourd'hui, ils vont poser la question à leurs parents. Mais quand nous commémorons les génocides, qu'est-ce que cela veut dire? Même ceux qui vont à l'école, ils vont poser des questions à leurs professeurs, à leurs maîtres, pour leur demander, mais c'est-à-dire que c'est quoi cette commémoration? Et je me pose la question, dans le programme scolaire du Rwanda, est-ce qu'ils enseignent cette date ici? Dans la culture générale du Rwanda, y a-t-il cette date du 30e anniversaire? Il y a, comment dirais-je, du génocide? Est-ce que dans le programme scolaire du Rwanda, il y en a le sujet concernant les génocides? Donc, à un moment donné, on doit se poser tant de questions. La raison pour laquelle nous disons qu'ici dans la MAT, nous mettrons à votre disposition certaines réflexions que vous n'entendrez jamais ailleurs. Donc, la raison pour laquelle nous vous demandons humblement de bien vouloir vous abonner et partager cette vidéo. Donc, réfléchissons un peu ensemble. Dans le programme scolaire, y a-t-il la date du génocide? Et lorsqu'il s'agit des génocides, on parle de quoi? Si réellement les Rwandais et les Tutsis et les Hutus sont un seul peuple? Ou encore, peut-être, ils font ça dans le but de miroiter. Lorsqu'ils disent que nous sommes un seul peuple, c'est juste pour miroiter le monde. C'est juste pour... c'est une façade. C'est un peu une manière d'embellir les choses. Mais en réalité, ils ne sont pas un seul peuple. Et s'ils sont un seul peuple, et ils continuent de commémorer les génocides, c'est qu'ils se sont décidés de se séparer. Donc, tant que les Rwandais existeront, les Hutus et les Tutsis ne s'attendront jamais. Parce que la question que vous devriez vous poser encore. Aujourd'hui, c'est M. Paul Kagame qui est au pouvoir. C'est un Tutsi. Mais si demain ou après-demain, par ironie du sort, parce que nous le savons bien qu'après M. Kagame, il n'y aura pas un président Hutu qui va accéder. Donc après M. Kagame, nous le savons bien. C'est un autre Tutsi qui serait au pouvoir. Mais je dis par ironie du sort. S'il arrivait que un président Hutu accède au pouvoir, la question maintenant faudrait se poser. Est-ce que ce président pourra-t-il commémorer le génocide du Rwanda? Si c'est un président Hutu, je précise, si c'est un président Hutu, est-ce qu'il aura le courage de commémorer ces génocides? Parce que les génocides ont été perpétrés par les Hutus, assistés par certains pays européens, par des Occidentaux. Il y en a des pays qui sont impliqués directement. Et les Rwandais ne s'en cachent même pas, les Tutsis ne s'en cachent pas pour les impliquer. Mais s'il arrive au pouvoir un président Hutu, est-ce que ce président pourra-t-il organiser, arriver à la date, au mois d'avril, est-ce que ce président aura le courage d'organiser des cérémonies pour commémorer les génocides? Vous avez vous-même la réponse. Mais s'il ne le fait pas, quelle serait la réaction des Tutsis qui vivent alors au Rwanda? Quelle serait la réaction des Tutsis?
Donc, comprenez un peu qu'il y a jusque-là, le problème n'a jamais été enterré. Donc, lorsqu'on commémore les génocides perpétrés par des Tutsis, c'est une manière d'impliquer encore. Et c'est une manière de susciter encore dans le cœur de l'homme à Tutsi les stigmates du génocide. Donc, l'esprit de la vengeance, l'esprit de la cruauté, l'esprit de la méchanceté. Donc, quand elle enseigne qu'un Tutsi ne peut en aucun cas accepter de cohabiter avec un Hutu. Jamais du tout. Jamais. Parce qu'il faudrait encore élargir les questions. Lorsqu'il y en a des commémorations, est-ce que les Hutus participent-ils dans les événements, dans les endroits où il y a des organisations? Est-ce que les Hutus participent-ils? Parce que ce sont eux qui sont accusés d'avoir commis des génocides, perpétré les génocides. Ce sont eux qui sont accusés. À la première position, c'est les Hutus, assistés par des pays européens, par des Occidentaux. Mais est-ce que lorsqu'il y en a les événements de grande envergure, est-ce que les Hutus assistent? C'est ça la question. Parce que par rapport aux événements de la commémoration des génocides, le Rwanda, c'est le seul pays qui organise des événements d'une grande envergure. Plus que même l'Afrique du Sud, qui a connu l'apartheid. Et nous disons ceci. Tout cela pourquoi? Parce que les Rwandais autour du génocide, ils sont unanimes. Et surtout, les Tutsis qui sont là au pouvoir. Ils n'acceptent jamais de vendre leur conscience, d'hypothéquer et aussi grande histoire de leur nation à cause des postes ou à cause des billets de banque. Mais au contraire, ils font chanter d'autres pays occidentaux. Ils font chanter ouvertement d'autres pays impliqués dans le génocide. Donc les Rwandais ne s'en cachent pas par rapport à cela. Donc ils peuvent être faibles dans d'autres choses. Mais ce qui concerne les génocides, les gouvernements rwandais ne se cachent pas la figure. Ils impliquent les pays occidentaux. Il y en a des pays qui sont impliqués et le Rwanda continue à le faire chanter. Le Rwanda continue à le faire fléchir au travers de ces génocides. Voilà un peu le sérieux que le gouvernement rwandais a conçu autour du génocide. Ils ont impliqué le sérieux, c'est-à-dire ils ont mis le sérieux dans cette affaire. Parce que pour bénéficier de cette considération, cela implique aussi le sérieux. La raison pour laquelle lorsqu'il y a une organisation concernant le génocide, le monde entier est impliqué. Regardez comment est-ce que les autorités américaines, les autorités européennes sont tous descendus là-bas au Rwanda. Vous avez vu Bill Clinton. Donc, ils se sentent tous impliqués. Pourquoi? Parce que le gouvernement rwandais, autour du génocide, bien aimé, ils ne badinent pas. Ils ne font pas cadeau et ils ne se laissent pas faire. C'est l'histoire de leur nation. Ce sont des événements qui se sont déroulés sur leur sol. Donc, par conséquent, ce n'est pas à cause de l'argent, ce n'est pas à cause du pouvoir que nous allons enterrer cette histoire. Non, nous allons impliquer certains pays, nous devions les impliquer automatiquement sans se voiler la face. Et c'est ce que le Rwanda fait. Le sérieux. Ils sont sérieux par rapport au génocide. Donc je fais un peu la part des choses. Je parle du Rwanda en rapport avec la communauté internationale. Et j'explique la manière, c'est-à-dire que la sérénité, l'implication du Rwanda autour de ces sujets sur le génocide
Ils n'ont pas de compromis par rapport au génocide, non. Et deuxièmement, premièrement, d'abord, et ça c'était deuxièmement. Et premièrement, je parlais du génocide anti-rwandais. Donc, si vous êtes réellement un seul peuple, vous devriez vous mettre autour d'une même table et régler la situation et enterrer cela. Donc, le pardon doit surgir à de vos cœurs pour enterrer cela. Et lorsque vous enterrez cela, il n'y aura plus question de commémorer quoi que ce soit. Parce que dès lors que nous commémorons, donc c'est une manière d'accuser encore des Hutus. Donc, un seul peuple, ils se sont fait du mal. Donc, lorsque vous décidez de tout arranger, de tout mettre en place, le linge sale se lave en famille. Donc, personne ne pourrait plus impliquer l'autre. Parce que commémorer cet événement, c'est impliquer encore les Hutus. Et à l'heure actuelle, les enfants qui naissent, ceux qui vont à l'école, qu'est-ce qu'on leur apprenne là-bas concernant ces événements? Qu'est-ce qu'on leur dise? Que vous avez été massacrés par des Hutus? Mais si ces enfants ont des amis Hutus, pourront-ils regarder ces amis avec quel œil? De regarder comment est-ce que la nation s'entre-déchire. Regardez comment est-ce que la nation se disloque. Regardez la manière dont, c'est-à-dire l'amour ne peut pas régner en vrai. Au Rwanda, il n'y a que de l'hypocrisie. Donc, faisons croire au monde que nous vivons ensemble. Mais en réalité, par rapport aux questions que je viens de soulever, les Rwandais et les Tutsis ne peuvent en aucun cas cohabiter. Ils ne peuvent en aucun cas cohabiter ensemble. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Jamais du tout. Jamais. Donc, cela veut dire, vous n'avez pas encore enterré l'âge de la guerre. C'est pourquoi j'ai expliqué ceci en disant, soit les Tutsis et les Hutus sont deux peuples différents qui sont venus se retrouver au Rwanda. Vous comprenez? La raison pour laquelle on doit commémorer, parce que c'est notre peuple. Ce ne sont pas des Rwandais, mais ils portent le nom du Rwandais, mais en réalité, c'est notre peuple. À moins qu'eux-mêmes sachent, qu'on puisse connaître cette vérité. À moins que cela soit une vérité cachée dans leur propre cœur. Que les Tutsis savent que les Hutus que vous voyez, c'est aussi notre peuple qui est venu d'ailleurs. Ils sont venus disputer cette terre avec nous. Donc, ils ont intérêt de commémorer cela. Et même si tel est le cas, cela relève d'une malhonnêteté intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'un seul peuple, vous avez eu des intercalations, vous ne pouvez plus commémorer un événement quelconque. Pourquoi? Parce que lorsque vous commémorez cela, vous accusez directement ou indirectement les autres et ils se sentent accusés par leur conscience. Même ceux-là qui n'ont pas eu part à ces événements, même ceux-là qui n'ont pas connu ces événements, se sentent culpabilisés. Donc il ne peut pas y avoir l'amitié. Il ne peut pas y avoir le vrai amour entre les Rwandais, les Hutus et les Tutsis. Jamais. Dans les programmes scolaires, je ne pense pas que les Rwandais peuvent avoir une culture générale sans parler de génocide. Et lorsqu'on parle de génocide, il s'agit des Tutsis. Et je me pose encore la question, y a-t-il des professeurs Hutus? Parce que lorsqu'on parle de génocide, on voit les Hutus. Mais est-ce qu'il y a-t-il des professeurs Hutus? Parce que lorsque vous êtes un professeur Hutu, vous devriez expliquer au peuple les génocides. Parce que le génocide, c'est les Hutus qui se sont levés pour massacrer les Tutsis. Aura-t-il le courage de le dire? Et même s'il y a un kamikaze pour le dire, mais ceux qui vont écouter cela, les élèves qui vont écouter cela, comment pourront-ils regarder leurs amis? Comment pourront-ils voir leurs frères, amis et connaissances? Ou bien leurs femmes, ou bien leurs maris? Y aura-t-il une cohabitation au Rwanda? Loin de là. Loin de là. Donc j'en appelle un peu à la conscience de l'homme rwandais par rapport à ces événements. Voilà. Nous n'allons pas parler le langage de tout le monde. Ici, nous élevons un peu le niveau autrement. Et voilà. Donc, vous êtes là dans la matte officielle. La raison pour laquelle nous disons qu'un seul peuple
ne peut en aucun cas commémorer un événement. Pourquoi commémorer cela? Vous accusez les autres. Donc, ça, c'est l'exclusivité. C'est ici que vous allez entendre cela, bien-aimé. C'est ici. C'est dans la mat que vous allez recevoir cela cadeau. Lorsque vous accusez les autres, lorsque vous commémorez un événement, vous accusez directement les autres. Vous accusez vos frères. Alors que vous ne pouvez plus vous asseoir tout autour d'une table et parler. Parce qu'à chaque fois la date approche, ça va créer des frustrations. Parce qu'il y a des génocides, ce n'est pas une mince affaire. Il y a des stigmates qui sont là. Il y en a des personnes qui sont encore, comment dirais-je, qui ont encore l'esprit de la vengeance. Par rapport à ce qui leur était arrivé, ils ont encore l'esprit de la vengeance. Donc, ils ne peuvent pas effacer cela dans leur mémoire. Ils ne peuvent jamais effacer cela. Il y en a ceux-là qui ont vécu cela étant enfants. Et c'est un cliché qui est resté dans leur esprit. Donc, ils ne peuvent plus accepter de vivre avec un Hutu, peu n'importe ce que vous le direz, par rapport à ce qu'il a vécu. Les traumatismes. Donc, ce n'est pas facile. La raison pour laquelle vous allez voir du côté de l'Hexagone, du côté de l'Europe, ils se sont décidés de vivre ensemble. On parle de l'Union européenne. Nous savons tout ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ils se sont entretués entre eux. Les Européens ont livré des guerres dont l'humanité n'a jamais connu. Toutes les grandes guerres qui ont existé dans le monde, c'est en Europe que ça s'est passé. Toutes les grandes guerres. Croyez-vous qu'il n'y a pas eu de génocide? Mais pourquoi aujourd'hui, il y en a des pays qui n'en parlent pas? Ils se sont décidés d'être ensemble, Union européenne. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y en a certains événements de la Deuxième Guerre mondiale qu'on ne peut plus commémorer au risque de réveiller les implications. C'est-à-dire qu'à chaque fois nous allons commémorer, le média doit en parler, il y aura des commentaires, c'est-à-dire que nous allons impliquer, et parmi ceux qui commettent des génocides, leurs descendants, ils sont là. Donc on ne peut pas impliquer un pays, on ne peut pas impliquer une personne, tout en sachant que ces enfants, ils sont là. On ne peut pas les impliquer. Je vous prends l'exemple de la France. En France, il y a eu des personnes qui ont trahi la France, des Français qui ont trahi la France lors de la Deuxième Guerre mondiale, des pro-nazis. En France, il y a eu des pro-nazis qui ont trahi la France, qui ont trahi De Gaulle. Et ils sont là. Leurs descendants, ils sont là. Mais la France n'en parlait pas. Peut-être dans des petits critiques. Mais ils n'en font pas leur cheval de bataille. Sinon, parce que leurs familles sont là. C'est-à-dire que des pro-nazis, ils ont leurs enfants, leurs descendants, ils sont là. Ils vivent en France. Ils sont français. Mais l'État ne peut pas soulever cela. L'État ne peut pas surgir à ce sujet au grand jour. À moins que la France soit encore en péril pour que ce sujet soit, comment dirais-je, mis à table. Mais à l'heure où nous vous parlons, jamais vous verrez la France mettre à table un sujet ou dans l'Assemblée nationale pour parler des pro-nazis dont les enfants ils sont encore là, dont les générations ils sont là, dont les descendants ils sont là. Il y en a même d'autres qui se retrouvent dans l'Assemblée nationale. Mais jamais on en parle tant que la nation n'est pas en danger. Donc c'est comme ça. Il y en a des pays aujourd'hui qui sont en harmonie avec la France via la diplomatie agissante. Ils sont dans l'Union européenne. Mais il y a eu des choses tellement terribles. Aujourd'hui, la France, qui a beaucoup aussi lutté, qui a beaucoup combattu, il n'en parlait pas. La France n'en parlait pas, il n'en parlait pas. Au risque de susciter les implications, les frustrations, et ça va créer un choc sur la diplomatie. Il y en a aujourd'hui des pays qui sont en parfaite harmonie, qui sont des pays alliés avec la France.
Mais lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des choses terribles. Et si la France pouvait remuer cela aujourd'hui, ils ne resteraient pas, c'est-à-dire ils ne collaboreraient pas ensemble avec eux. Ils ne seront jamais en collaboration. Si la France pouvait remuer cela, ce qu'elle a vécu lors de la Deuxième Guerre mondiale, la France se retirerait de certains traités. La France ne serait pas en collaboration avec d'autres pays. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, ils se sont mis ensemble et dit Union européenne. Ils ont dit nous faisons une union, restons ensemble. Et dès lors que vous avez décidé de vivre ensemble, cela veut dire qu'il y a certaines choses dont vous devriez enterrer pour ne pas susciter des frustrations, des indignations. Vous êtes dans l'obligation d'enterrer cela. Il y a eu tant des événements lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais tellement ils sont ensemble, ils sont unions, ils ont décidé d'enterrer cela. Vous ne verrez pas la France commémorer n'importe quoi, non. Alors qu'il y a eu des choses dont la France a intérêt de commémorer. Mais au nom de vivre ensemble, la France décide, ou certains pays de l'Europe décident d'enterrer. Décident d'enterrer. Ils décident d'enterrer pour ne pas susciter certaines choses. Mais pourquoi pas les Rwandais? Et dès lors que toutes les autorités du monde s'impliquent pour venir au Rwanda, oui, c'est bien bon. Nous disons tous, voilà l'implication. Voilà, ils viennent pour assister, pour soutenir. D'autres, ils compatissent, mais il y en a d'autres qui se sentent concernés. Ils sont obligés d'être là. Mais nous, nous disons ceci. Leur présence accentue encore. Leur présence appuie encore sur l'accélérateur de la division du Rwanda, sur la haine au Rwanda. Parce que dès lors que ces gens-là arrivent, c'est pour dire que oui, nous sommes conscients que vous avez été massacrés par des Hutus. Vous avez été massacrés par des Hutus. Qui sont des Hutus? Ce sont des Rwandais. Donc, les Tutsis, vous, les Hutus vous ont massacrés. La raison pour laquelle nous venons vous assister. Mais laissez-moi vous dire que vous ne serez jamais en paix. Vous ne serez jamais en paix. Donc, la paix qui est au Rwanda, soi-disant paix, n'est qu'un paix, comment dirais-je, artificiel. Pourquoi? Parce qu'ils sont au pouvoir. Mais est-ce que, pensez un seul instant les Hutus au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer encore? Qu'est-ce qui va se passer encore? Si les Hutus avaient pour penser de liquider jusqu'au dernier des Tutsis, croyez-vous que les Tutsis n'ont pas cette pensée? En connaissant ce peuple, croyez-vous que l'esprit de la vengeance n'anime pas l'esprit des Tutsis? Croyez-vous que l'esprit de la vengeance n'anime plus les Tutsis? Parce que lorsque les Tutsis décident d'agir, ils ne font jamais des choses à moi. Ce que les Hutus ont fait, croyez-vous que les Tutsis, en eux, il n'y a pas l'esprit de la vengeance? Croyez-vous sincèrement à cela, connaissant ce peuple-là? Bien-aimés, réveillons-nous un peu. Donc ça, la RDC devrait comprendre ça. Regardez un peu le Japon. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, je vous ai dit qu'il y a eu des choses. Parce que la plupart de toutes ces grandes guerres se sont déroulées en Europe. Et soit en Asie, là où ils ont ramené la guerre. Ça a commencé en Europe, ils ont ramené de l'autre côté. Ça commence en Occident, ils ramènent ça de l'autre côté. Regardez ce que les États-Unis ont fait au Japon. Il y avait la guerre partout. Mais dès lors que les États-Unis ont décidé d'utiliser des bombes non conventionnelles, non, le Japon s'était mis dans l'obligation de commémorer maintenant. Il y a eu des massacres. Mais pourquoi au Japon on ne parle que de Nagasaki et Hiroshima? Alors qu'il y avait aussi des bombardements ailleurs. Mais pourquoi? Mais parce que cette fois-là, les États-Unis ont utilisé des bombes
non conventionnelle, une bombe atomique. Donc, ce qui n'était pas permis. C'est-à-dire que les États-Unis n'étaient pas sur ses limites. Ils ont largué la bombe atomique. La raison pour laquelle le Japon avait décidé de commémorer. Et regardez comment est-ce que les États-Unis se sentaient directement impliqués. Et ils se sont rapprochés comment dirais-je, du Japon pour assurer la protection même du Japon face aux ennemis aux alentours. Tout ça pourquoi? Pour ne pas réveiller la pensée ou bien les stigmates de ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki. Donc les Américains, ils le savent que les Japonais peuvent les impliquer tout au long de leur vie. Il n'y a rien qui pourra compenser cela ou récompenser cela. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que les Japonais aussi, ils sont dans la technologie des pointes. Donc, il n'y a rien que feraient les États-Unis pour compenser ce qui a été fait lors de la Deuxième Guerre mondiale. Nagasaki et Hiroshima. Mais les États-Unis, se sentant impliqués, qu'est-ce qu'il fait? Pour la diplomatie agissante. C'est-à-dire, il s'est approché du Japon. Il est directement allié, direct à du Japon. Vous touchez le Japon, vous touchez les États-Unis. Tout ça pourquoi? Pour ne pas réveiller les stigmates de la Deuxième Guerre mondiale, des bombes atomiques. Pour ne pas réveiller cela dans la conscience de l'homme japonais. Et le Japon avait intérêt de commémorer cela. Pourquoi? Parce que c'est un autre peuple. Ce sont des Américains qui sont venus en Asie. Ils sont allés au Japon et ils ont largué une bombe atomique. Donc les Japonais ont intérêt de commémorer cela. Et au moins ils ont intérêt parce qu'ils ont été envahis par un autre peuple. L'invasion d'un peuple. La raison pour laquelle je parlais de l'invasion. C'est-à-dire pour commémorer. Soit il y a eu invasion, soit c'est un autre peuple qui s'est levé au milieu de vous, qui vous a infiltré, et il s'est levé pour vous massacrer. Là, on peut commémorer. Mais dès lors qu'il s'agit d'un seul peuple, est-ce que, je pose la question ici, est-ce que les Rwandais se sont mis autour d'une table un seul jour pour enterrer l'âge de guerre, pour parler de ce qui a été fait, et se regarder en face, se demander pardon entre eux, et laisser l'amour reprendre une place? Est-ce que cela a eu déjà lieu au Rwanda, où les Hutus et les Tutsis se sont réunis une journée organisée par le pouvoir en place dans le but comment dirais-je, d'impliquer la paix au pays, dans le but de surgir l'amour qui est caché encore dans le cœur des Rwandais, la haine, la vengeance. Est-ce qu'il y a eu une fois ce jour-là où M. Paul Kagame a décidé de réunir tous les Rwandais, qu'ils soient à l'étranger ou au Rwanda, journée mondiale de la réconciliation? Voilà ce que moi je vous propose. Au lieu de commémorer le massacre ou le génocide, vous deviez plutôt organiser une journée de pardon où vous allez vous réunir et pleurer ensemble. Donc, s'il faudrait commémorer, vous allez commémorer les jours où vous vous êtes mis ensemble pour vous demander pardon. Et vous allez pleurer entre vous. C'est l'amour qui va renaître. Et l'amour fera un tour dans vos cœurs. Et vous resterez un peuple ensemble et un peuple fort. Mais dès lors qu'il y aura la commémoration des génocides, les Rwandais seront toujours sur des modèles. Les Hutus et les Tutsis ne s'entendront jamais. Il y a un combat qui va se passer à l'interne. Peut-être demain ou après-demain. Peut-être après M. Paul Kagame, parce qu'il a réussi à verrouiller le système. Mais qui sait après lui ce qui va se passer? Est-ce que les Hutus pourront-ils se réveiller? Est-ce que les Hutus ont-ils renoncé à leur mission de l'extermination des peuples Tutsis, selon ce qui a été dit? Parce qu'on nous a dit, on nous a présenté cela, que les Tutsis ont décidé de les supprimer. Mais est-ce que cet esprit a quitté la conscience de l'homme Tutsi? Ou bien ils ont fait profil bas pour avoir
Parce qu'ils ont peur de l'homme fort qui est en place. Ce sont des questions que nous sommes en train de soulever et qui vous permettront aussi de réfléchir. Donc, avançons encore une fois de plus. Donc, regardez maintenant du côté de la RDC. Bien aimé, il se passe des événements. Je vous ai dit ceci. Par rapport à l'événement du 10 août, que le Congo a toujours commémoré, et qui n'est même pas un événement d'une grande envergure, à comparer avec les événements tels que le génocide du Rwanda. Donc, on ne fait même pas les poids. Et on se pose la question. Est-ce que les autorités congolaises sont-ils sérieux en matière de tous ces génocides-là, les commémorations? Est-ce que nos autorités sont-ils sérieux? Le 10 août. Mais regardez seulement l'organisation. Vous comprendrez qu'il y a un manque de sérieux. Le monde ne nous écoute même pas. Mais nous avons expliqué humblement en disant ceci. On ne peut que commémorer dès lors qu'un événement est passé. Mais le Congo continue à vivre comme si c'était encore dans le passé. Nous continuons à vivre les massacres. Nous continuons à vivre des choses terribles. Lorsqu'on parle de la Shoah, parce que le peuple juif ont été massacrés par des nazis. Donc, ils ont intérêt de commémorer parce qu'il y a eu un peuple qui a décidé d'en finir avec le peuple juif. Là où ils ont immigré, là où ils sont partis, nous avons dit soit à cette invasion, soit là où vous êtes en grande communauté, un peuple s'est levé dans le but de vous exterminer. Donc, vous avez intérêt à commémorer cela. Mais prenons le cas de ce qui se passe en RDC. Et vous allez comprendre entre la RDC et le Rwanda, quel est le pays qui peut commémorer un événement? Et quel est le pays qui doit impliquer le monde entier? Nous avons expliqué les génocides du Rwanda. Je crois que chacun de nous va tirer une conclusion. Mais regardez du côté de la RDC. Premièrement, cette organisation manque du sérieux. Cette organisation de 10 août manque déjà du sérieux. Et ce que nous devions comprendre, c'est que le génocide ou le massacre au Congo ne date pas d'hier. Ne date pas d'hier. Ne date pas d'hier. Mais nous allons lire, bien aimé, nous allons lire une chose. Par rapport au Rwanda, nous allons lire une chose. Écoutez, par rapport à finir à tourner cette page des génocides du Rwanda et aller du côté de la RDC. Voyez, regardez, écoutez, regardez d'abord la différence. Hein, par rapport aux dates des génocides. Hein. Nous lisons ceci. Nous allons lire une citation. Les génocides des Tutsis au Rwanda se déroulent du 7 avril au 17 juillet 1994. Cela veut dire 94 pour le Belge. Hein. Ces génocides s'inscrivent historiquement dans un projet génocidaire datant depuis plusieurs décennies à travers plusieurs phases des massacres de masse et stratégiquement dans le refus du noyau dur de l'État rwandais de réintégrer les exilés Tutsis, objet de la guerre civile rwandaise de 1990 de 1993. Cette guerre commençait en 1990, opposait le gouvernement rwandais constitué de Hutus, soutenu par la France, par l'opération Noroi au Fonds patriotique rwandais, FPR, accusé par les autorités de vouloir imposer par la prise du pouvoir les retours des Tutsis exilés dans le pays, dans leur pays. Les accords d'Arusha, signés en août 1993, qui prévoyaient cette réintégration afin de mettre fin à la guerre, n'étaient encore que partiellement mis en œuvre à cause de la résistance du noyau dur du régime Habyarimana. L'assassinat du président rwandais le 6 avril 1994 ou 94 déclenche le génocide de Tutsis par les extrémistes Hutus. La commission indépendante d'enquête mandatée par l'ONU
lors du génocide de 1994, retenez la date, le génocide de 1994. Donc nous sommes ici en 1994. Au Rwanda, estime qu'environ 8000 Rwandais, retenez encore ça, 8000 Rwandais, 8000 Rwandais en majorité Tutsi, ont perdu la vie durant ces 3 mois. Ceux qui parmi les Hutus se sont montrés solidaires des Tutsis ont été tués comme traîtres à la cause Hutu. D'une durée de 100 jours, ce fut le génocide le plus rapide de l'histoire et celui de plus grande ampleur. Quant au nombre de morts par jour, il convient de souligner qu'un génocide n'est pas qualifié comme tel en raison du nombre de morts, mais sur une analyse juridique des critères définis à l'époque par la Convention pour la prévention et la répression des crimes de génocide du 9 décembre 1948 de l'ONU. Cette convention définit qu'un génocide est commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. De ce fait, l'expression génocide rwandais ou en anglais Rwanda génocide, souvent employée dans le média et les discours, est considérée comme trop généraliste et polémique car elle masque le groupe à cibler, les Tutsis. La discrimination rwandaise entre Hutu et Tutsi, qualifiée d'ethniciste par les spécialistes qui a atteint un point culminant en 1994, s'est construite dans un processus historique complexe entre les réalités de la population du Rwanda et la façon dont les colonisateurs d'une part et les divers Rwandais d'autre part l'ont perçu et expliqué. Dans cette histoire du Rwanda, se sont surajoutés de façon déterminante les avantages politiques successifs que ces divers acteurs ont cru pouvoir attirer de cette discrimination de 1894, date des premiers contacts entre les Européens et les rois issus des Tutsis du Rwanda, à 1962, date de l'indépendance du Rwanda, puisqu'en 1994, période dominée par des républiques dites Hutu. Voilà. D'accord. Donc, finissons avec citation. À l'attente du 6 avril 1994 est souvent qualifié de déclencheur du génocide. Il précède les déchaînements de violences extrêmes constatés à partir de la nuit du 6 avril 1994. Voilà. D'accord. Donc, là, je dois m'arrêter là. Vous avez retenu des grandes lignes. Nous avons parlé de la date. Avril 1994. Et le nombre de morts du génocide, majoritairement Tutsi, 800 000. On nous parle, bien aimé, de 800 000 morts. 800 000. Voilà. De 800 000 morts du côté du Rwanda. Vous comprenez? Donc, nous avons fait notre part à vous expliquant à quand est-ce qu'un peuple peut commémorer. Vous comprenez? Et nous avons apporté, autant pour moi, une porte de sortie, des solutions concernant ce qu'on appelle le génocide. Hein. Voilà, nous avons posé le problème. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais vous avez retenu les grandes lignes. Génocide, la date et le nombre de morts. 800 000 morts. 800 000 morts. Si nous allons du côté du peuple juif, c'est 6 millions de morts. Lorsqu'on parle de la Shoah, pour que le peuple juif puisse bénéficier de la protection. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus, comment dirais-je, dire des propos antisémites. Vous comprenez? Vous ne pouvez plus offenser ce peuple-là. À cause de la Shoah, 6 millions de morts. Vous comprenez? Et nous avons eu ici
plus de 8 millions et 800 000 morts. Donc le nombre de morts par rapport au génocide rwandais, c'est 800 000 morts. Maintenant, allons du côté de la RDC et regardons maintenant le nombre de morts. Et nous allons comparer entre le Rwanda et la RDC. Quel est le pays qui doit commémorer le génocide et quel est le pays qui doit organiser des journées d'une grande envergure concernant le génocide. Donc, nous allons ici lire quelque chose et vous allez tous comprendre. Bien aimé, je suis dans un article. Les exactions commises dans l'État indépendant du Congo. Les exactions commises dans l'État indépendant du Congo sont les actes de cruauté qui ont dévasté une partie de la population de cette colonie. Donc, retenez déjà cela. Ce qui a été commis a dévasté. C'est-à-dire, on dit ceci. L'État indépendant du Congo sont les exactions commises dans l'État indépendant du Congo, sont les actes de cruauté qui ont dévasté une partie de la population. Une partie de la population. Donc, on retenait cela. Le génocide du Rwanda, 800 000 morts. Mais ici, depuis fort longtemps, une partie, c'est-à-dire que le Congo, l'État indépendant du Congo, il s'agit de la RDC. Les noms ont changé par rapport au temps. Donc, il s'agit de la RDC. Donc, depuis fort longtemps, la RDC avait déjà perdu une grande partie de sa population par la cruauté. Par la cruauté. Donc, lorsqu'on dit une grande partie de sa population, donc cela dépasse même 800 000 morts. Vous comprenez? Une grande partie de sa population. Donc, ça pourrait être un quart de la population. Ça pourrait être un quart de la population. C'est-à-dire que, ou bien la moitié même de la population. On dit une partie de la population. Si nous sommes un pays de 100 000 habitants, donc si une partie de 100 000, ça peut être aussi 50 000. Et ça, nous sommes à quel moment? Vous comprenez? Donc, nous sommes en train de lire. Retenez cela. Ce sont les actes de cruauté qui ont dévasté une partie de la population de cette colonie. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, placée sous la tutelle personnelle du roi belge Léopold II, entre 1885, c'est-à-dire que nous sommes dans la période de conférence de Berlin, entre 1885 et 1908, elle était particulièrement associée aux méthodes de travail utilisées pour collecter des caoutchoucs naturels pour l'exportation, s'ajoutant à des maladies épidémiques. Déjà, comprenez que lorsque les Africains, à l'époque, les Congolais, attrapaient de cette maladie, ils n'étaient pas soignés. Parce que le but, c'était les supprimer. Un malade, une personne malade, on ne pouvait pas, il était bon à rien. C'est-à-dire, on ne pouvait pas la soigner. Donc, imaginez un peu la suite. Voilà. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, placée sous tutelle personnelle du roi des Belges, Léopold II, entre 1885 et 1908, elles étaient particulièrement associées aux méthodes de travail utilisées pour collecter les caoutchoucs naturels pour l'exportation. S'ajoutant à des maladies épidémiques, à la famine et à la baisse du taux de natalité provoquée par ces perturbations, les exactions ont contribué à un fort dépeuplement de l'ampleur. C'est-à-dire que le nombre n'arrive pas toujours à être donné parce que cela dépasse l'entendement. Vous comprenez? Voilà. Les exactions ont contribué à un fort dépeuplement de l'ampleur au cours de la période et encore aujourd'hui très discuté à raison du manque de données. Regardez ce qu'on nous dit. C'est-à-dire que là, ils veulent nous prendre comme des moutons. Tellement le nombre, c'est-à-dire que si on vous donne le nombre des morts qu'a connu le Congo, donc les gens resteront bouche bée même pendant une semaine. Donc obligés de jouer avec les mots. Que tellement il y a manque de données. Mais est-ce que ces gens-là, ils manquent de données? Pour d'autres nations, il y a des données. Pour la RDC, il n'y a pas de données, il y a manque de données. Et même dans le manque de données,
ça nous prouve en suffisance que cela dépasse même les données. Donc c'est au-delà de vos données. Donc cela veut dire que c'est le seul peuple au monde dont la mort a été infligée à un niveau qu'on ne peut pas expliquer. C'est le seul peuple au monde, je dis bien, qu'on a infligé la mort comme pas possible. 6 millions de morts du côté des Juifs, 800 000 morts génocides. Mais quand il s'agit du Congo, innombrables, on ne peut pas compter. Il y a manque de données. On ne peut pas donner de précision. Tellement. Bien aimé, mais ça c'est plus qu'un génocide. Ça c'est plus qu'un génocide. Là, il ne s'agit pas. Déjà, Léopold de lui-même en a coupé combien? 14 millions de Congolais. Dont on a coupé les bras. Dont on a coupé les bras. Et déjà à l'époque, de lors que vous avez le bras coupé, donc c'est la mort qui va s'en suivre. C'est la mort qui va s'en suivre. Mais ils n'arrivent pas à donner les nombres. Ils n'arrivent pas à dire réellement ce qu'ils ont fait. Parce que ce que les Congolais ont subi, c'est-à-dire que, non, si l'homme congolais pouvait être conscient, la conscience de l'homme rwandais aujourd'hui, si on pouvait transposer cela, transplanter cela autant pour moi, et le mettre dans la tête de l'homme congolais, bien aimé, le monde entier fléchirait. Nous allons faire fléchir le monde. Vous comprenez? Parce qu'à faire du Rwanda, il y a certains pays qui étaient impliqués. Mais l'affaire du Congo, c'est le monde entier qui est impliqué. Le monde entier qui est impliqué, je dis bien. L'affaire du Congo, c'est le monde entier qui est impliqué. Vous comprenez? Les exactions ont contribué à une forte dépeuplement dont l'ampleur au cours de la période est encore aujourd'hui très discutée. Cela veut dire que le Congo a perdu ses membres. Il a perdu une population à un niveau zéro. Il n'y a aucune guerre dans le monde qui a perdu les gens, c'est-à-dire le nombre que le Congo a perdu aujourd'hui. On peut vous donner les nombres des Japonais qui sont morts lors de la Deuxième Guerre mondiale. On peut vous donner les nombres des Vietnamiens qui sont morts lors de la Deuxième Guerre mondiale. On peut vous donner le nombre des morts des Français qui sont morts. On peut vous donner le nombre des morts. Mais le seul peuple au monde, la seule nation au monde, la seule nation au monde dont on ne peut pas donner le nombre, dont le nombre échappe à tout le monde, c'est le Congo. Mais pourquoi vous ne comprenez pas? Réveillez-vous un peu. Quittez la distraction, quittez la bassesse, quittez, bien-aimé. Il est temps de vous réapproprier d'une conscience de votre état. Il est temps que nous puissions nous réveiller afin de redemander des comptes au monde entier. Quand le monde est impliqué, il s'agit là du sang de vos ancêtres. Du sang de vos ancêtres qui crie jusqu'à la vengeance. Mais malheureusement, c'est un peuple sourd qui n'entend pas l'écho de l'âme de ses ancêtres, qui est dans les ndombolo, dans la distraction. Comme aujourd'hui, là, il y a une affaire, si c'est maman qui est en train de faire des bisous à Insta. C'est-à-dire, regardez un peu la folie. Il y a un maman qui sort, qui a fait, je ne sais pas moi, un tour en Israël, en revenant. Donc, c'est maintenant le buzz dans les réseaux sociaux. Voilà ce que l'homme congolais aime. Mais nous vous parlons des choses. Nous vous parlons des choses. Ici même de la transcendance, c'est là. Ce dont nous partageons avec vous, bien-aimés. C'est dont nous partageons avec vous. Pourquoi vous ne comprenez pas? Ce n'est pas seulement à tout moment. Nous allons venir ici ouvrir les mystères. Mais voilà les mystères dans la Bible. Mais voilà encore de plus grands mystères que nous révélons. N'attendez pas seulement que nous parlons en prophète par rapport à la Bible que vous allez croire. Mais là, nous révélons encore des mystères par rapport à la pensée cachée, bien-aimé, que le monde a caché. C'est-à-dire les nombres. On ne veut pas que l'homme congolais sache. Mais moi, j'ai dit, ça ne sert à rien de cacher. Parce que déjà, lui-même, il s'est caché. L'homme congolais s'est caché lui-même. Donc, même si les Blancs disaient ce qu'ils ont fait, même si les Occidentaux disaient ce qu'ils ont fait au Congo,
Qu'est-ce que l'homme congolais va faire? Rien du tout. Mais pas les Rwandais. Ils continuent à impliquer certaines nations jusqu'à nos jours pour les rendre responsables. Et ils fléchissent. Et ils sont obligés de descendre au Rwanda. Et ils sont unanimes là-dessus. Ils ne cèdent pas à la corruption pour l'intéresser. Parce que nous connaissons tous leur manière de faire. Que non, faites des choses entre vous. Ne nous indexez pas. Ne nous impliquez pas au risque de susciter, je ne sais pas. Mais le Rwanda n'a pas peur. Il implique à d'autres nations. Il les implique. Le Rwanda les implique à tous. Voilà le manque, voilà le sérieux dans ce gouvernement. Pour responsabiliser ceux-là, ceux qui ont assisté, ceux qui ont contribué. Ça, c'est un rapport avec la communauté internationale. Mais nous venons de vous lire ce qu'a été le massacre de la RDC. Et pour finir la lecture, on dit quoi? On pense que l'État indépendant a perdu entre 1,5 et 13 millions d'habitants. Ça, c'est une estimation. Donc, on pense, après avoir déclaré que nous sommes en manque de données, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas explicitement confirmer, c'est-à-dire qu'à peu près, non, donnons un nombre, 14 millions. Donc, en lisant, vous comprendrez que c'est au-delà de cela. Donc, ils ne peuvent pas. Soit ils ont les nombres, ils connaissent, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'à chaque fois qu'ils commettaient ces actes, ils connaissaient tout. Il y avait les dénombrements, ils contrôlaient tout le monde, ils contrôlaient les Noirs, ils contrôlaient les Africains, ils connaissaient les nombres. Parce que tout était répertorié. Il y avait des recensements. Les enfants qui naissaient, il y avait des recensements. C'est depuis longtemps que le système a commencé. Ça dit, ils connaissaient les nombres. Mais cela dépasse l'entendement. Ils ne peuvent pas le dire. Mais pourquoi ne pas prendre conscience? Il y en appelle à la conscience des autorités congolaises. De penser un peu la nation. De penser un peu la nation. Nous avons de quoi à faire fléchir le monde entier. Car aujourd'hui, nous avons pour ennemi le monde entier. Le Congo, c'est la seule nation qui a pour ennemi le monde entier. Le monde entier. C'est-à-dire, nous avons de quoi à fléchir le monde entier. Arrêtons un peu avec ces petits dates-là, les deux autres, tout ça, nanani, nanana. Il n'y a rien. Ce qui a été, c'est ce qui se fait encore. Comment pouvons-nous commémorer les choses qui continuent à se faire de la même manière? Les Congolais sont mis à mort au jour le jour. Et avant de commémorer, il faudrait d'abord mettre fin à cela et reconstituer la nation. Se mettre autour d'une table. Se mettre autour d'une table. Nous avons besoin d'entendre dans nos oreilles que la RDC a retrouvé son intégrité. La RDC a retrouvé la paix. Que nos frères qui sont à l'Est dorment en paix. Que partout au Congo, il y a aujourd'hui la paix. Ne fût-ce que la paix. Ne fût-ce que la paix. Mais nous continuons à pleurer nos morts. Au jour le jour. Mais pendant ce temps, lorsque le Rwanda commémore, y a-t-il des morts au Rwanda? Même par rapport à ce qui se passe à l'Est. Connaissez-vous un seul jour où le Rwanda se plaint d'être attaqué ou d'avoir des morts chez lui? Il n'y a pas. Un homme fort s'est levé au Rwanda pour bloquer, barricader sa nation. Plus question de l'invasion étrangère au Rwanda. Donc il commémore ce qui a été fait. Quand bien même cela ne se passe pas dans les normes africaines, quand bien même cela ne se passe pas dans les vraies normes telles que je viens d'expliquer ici, mais du moins, c'est un pays qui ne connaît plus d'invasion. Voilà. S'il y en a des menaces, ils se limitent dans les frontières et de l'autre côté. Pas dans le sol rwandais, il n'y a pas. Ils ne sont pas là. Mais au Congo, combien de groupes armés
Les Congolais sont découpés comme des morceaux de pain, découpés comme des morceaux de viande, nuit et jour. Donc c'est là où vous nous allez nous parler de, je ne sais pas moi, de commémoration de quoi, n'importe quoi. Donc tout ça là, c'est pour nous mettre de poudre aux yeux ou bien nous avons des intellectuels qui réfléchissent. Donc nous comprenons déjà, ce n'est pas le fait de détenir autant de diplômes qui fait de toi un homme intellectuel. Parce que dès lors qu'on manque quand même la cohérence, la manque de cohérence en soi ne peut en aucun cas faire de toi un intellectuel. Non. Lorsque même votre pensée n'est pas objective, donc cela ne peut en aucun cas. Peu n'importe les diplômes que vous pouvez aligner, mais cela vaut que dalle. Peu n'importe le diplôme que vous pouvez aligner, peu n'importe le français que vous allez parler. Dès lors que vous n'êtes pas sincère envers votre propre pensée, votre propre conscience, donc apprenez vos diplômes à déchirer cela. Déchirez-les. Ce sont des diplômes d'aliénation académique. Donc voilà ce que j'ai dit, je réitère. Ce sont des diplômes d'aliénation académique. Voilà ce que vous détenez. Voilà ce que vous détenez. Donc c'est un peu ça. Ce qui s'est passé. Donc nous allons finir. Regardez un peu cette image. Regardez ça. Cet homme s'appelle Salah. Il regarde le pied et la main coupés de Boali, sa fille âgée de 5 ans. La partie que vous voyez là, c'est sa main, c'est la main. C'est la main que vous voyez là. Ils sont des mains coupées. Ce cliché a été pris en 1904, au cœur de l'État indépendant du Congo, une immense propriété privée qui emploie des millions de travailleurs exploités. Derrière l'objectif, Alice Seeley Harris, une jeune Britannique sans expérience de photographe, mais dont les images vont déclencher un coup de tonnerre, jusqu'à déstabiliser le pouvoir tyrannique du propriétaire des lieux, Léopold. Par qui? Voilà le plus grand meurtrier que l'humanité ait jamais connu. C'est faux roi Léopold II. Léopold II, le roi des Belges. Voilà. Le faux roi des Belges. L'auteur de tous ces crimes odieux. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Nous n'allons pas continuer longtemps cette vidéo tellement il y en a des trucs bizarres à faire pleurer. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, vous venez là de suivre. C'est qu'a été les événements, les commémorations du 30e anniversaire du génocide. Voilà. Et nous avons fait une différence. Nous avons posé les problèmes. Regardez seulement la date. Par rapport au génocide du Rwanda, le nombre de morts du génocide, et regardez la date du Congo par rapport au crime, par rapport aux choses, à la cruauté qui ne dit pas son nom. Depuis 1885 jusqu'à nos jours. Et déjà, à l'époque, on ne pouvait pas donner le nombre exact. On nous parle de 1,5 et 13 millions, selon les estimations. Et qui en réalité est au-delà de cela. Ça, c'était encore à l'époque. On nous parle comment est-ce que la nation a perdu une partie de sa population. Une partie de sa population. Donc, on ne pouvait plus les dénombrer. Ça, c'était à l'époque. Nous sommes en 1885. C'est dans cette période-là. Déjà, le nombre de morts dépassait les Juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale.
Le nombre de morts dépasse déjà des lois, les génocides du Rwanda. Mais laissons seulement cette date-là. Prenons maintenant la date de 97. 97, 1987, c'est-à-dire 1997, jusqu'à nos jours. Vous comprendrez que ni le Rwanda, à partir seulement de cette date-là, 1997, jusqu'en 2024, vous comprenez que ni le Rwanda, ni les Juifs dépassent la RDC en nombre de morts. Donc, si nous allons nous réveiller, nous aurons de quoi affléchir le monde entier, à impliquer le monde. Et nous disons ceci, tôt ou tard, le Congo s'élèvera. Même si la justice de ce monde tourne en défaveur de la RDC. Mais nous autres ici, nous croyons à une justice qui va surgir de quelque part. La justice va surgir de quelque part. Et j'ajoute le mot, la justice et le jugement surgiront de quelque part. Et les coupables en mangeront le fruit du véridique. Tôt ou tard, que cela soit écrit et accompli. Avant que cela n'arrive, je vous l'ai dit, avant que cela ne s'accomplisse, je vous l'ai prédit. Et sur ce mot que nous mettons un point final. Merci à tous les amis qui nous ont suivis. Merci à tous les amis de la MAT. Partagez cette vidéo au maximum. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous dans la MAT officielle. Que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Toujours ici dans la MAT officielle. Nous avons des thématiques que nous avons suspendues. Ne vous en faites pas, nous y reviendrons sur ça. Nous y reviendrons sur ça. À moi. Plein succès à vous et ainsi qu'à vos familles. Merci.